la main a tremblé chez Olaf Scholz. Cette semaine, le chancelier allemand a appelé Poutine pour la première fois en 2 ans. D'après les déclarations officielles, les deux parties ont baratiné pendant presque 1 heure. Scholz a appelé Poutine à mettre fin immédiatement à la guerre, à retirer les troupes, à être prêt à des négociations et à faire une déclaration de soutien résolue à l'Ukraine. Et en réponse, il a entendu le discours standard de baliverne putinienne. Je ne vais même pas le raconter. À quoi bon ce coup de téléphone alors ? Le journal allemand Bild a rapporté que M. Scholz avait convenu de cette mesure il y a 1 mois avec les présidents des États-Unis et de la France, ainsi qu'avec le Premier ministre britannique, lorsqu'ils se sont tous rencontrés à Berlin pour déterminer si M. Poutine était prêt à entamer de véritables discussions. La conversation téléphonique avec le dictateur russe a déjà été critiquée par le président d'Ukraine. Volodymyr Zelensky a qualifié cette initiative de boîte de Pandore car après un appel, d'autres suivront, ce que Poutine veut en réalité. Sous prétexte de négociations sans objet, il s'agit d'assouplir son isolement et celui de la Russie. Eh bien, il convient d'ajouter ici que Poutine, malade de mégalomanie, ne perçoit pas les dirigeants européens comme des égaux. De plus, la coalition s'est effondrée en Allemagne et Scholz pourrait perdre son poste l'année prochaine. C'est-à-dire que dans la tête de Poutine, il est un pilote abattu. Comme, pourquoi négocier sérieusement avec lui, contrairement à Donald Trump. La semaine dernière, le président élu des États-Unis a nommé l'Ukraine parmi les priorités de son administration dans son premier discours dans ce statut. Autrement dit, Trump est sérieux. Et en témoigne une conversation secrète avec Poutine dont la presse américaine a parlé. Mais l'était-elle ? Pourquoi est-ce nié avec tant de véhémence au Kremlin ? Et qu'est-ce que le maître des accords, Donald Trump, nous offrira en fin de compte, à nous et à la Russie ? Scénario d'Artem Koulia. Une conversation secrète. Trump a-t-il parlé à Poutine ? Volodia, il faut se recroqueviller ? Pourquoi ce contact était nié à Moscou ? Les deux parties auraient pu se mettre d'accord pour garder le secret. Ce qu'ils peuvent convenir à l'avenir. Nous avons analysé l'approche de Donald en tant que maître de l'accord. Ici, Donald n'hésite pas à parler de ses erreurs dans les négociations. Et nous avons fait les prévisions les plus probables d'accords futurs sur l'Ukraine. Parlons-en à ce moment même. Floride. Un gala au centre de villégiature Mar-a-Lago. Rambo Stallone fait partie des invités, mais l'attention se porte sur un autre macho, Donald Trump, qui, dans une ambiance solennelle, répète sa thèse sur la fin de la guerre russo-ukrainienne. Nous allons travailler très dur avec la Russie et l'Ukraine. Cela doit cesser. La Russie et l'Ukraine doivent s'arrêter. Une autre impulsion a été donnée à ce sujet par une publication très médiatisée du Washington Post. Selon le journal, le 7 novembre, Trump a appelé Poutine et a discuté de la guerre, ce que le Kremlin a démenti par la suite. Le bureau de Donald s'est contenté de garder le silence. Ce qui est sorti avec une telle certitude dans Washington Post et quelques autres médias concernant le fait que cette conversation a eu lieu nous amène à conclure qu'une telle communication a effectivement pu se produire. Cependant, compte tenu de sa sensibilité et du fait que Trump est accusé d'une trop grande bienveillance envers Poutine, d'un certain amour et vice-versa, cela semblerait être un scénario de comportement perdant. Un autre argument pour justifier la dissimulation de la conversation présumée est la loi qui interdit à toute personne autre que le président en exercice, aujourd'hui Biden, de communiquer sans autorisation avec d'autres gouvernements internationaux hostiles aux États-Unis. D'ailleurs, Trump s'est déjà fait griller sur ce point en 2016, lorsque son premier choix pour le poste de conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn, est entré en contact avec l'ambassadeur de Russie, M. Kislyak, à Washington. À ce sujet, les autorités judiciaires et le FBI ont été informés et une enquête a été menée. Cependant, s'il y a eu une conversation entre Trump et Poutine, il s'agissait probablement d'un test de terrain. Mais il ne fait aucun doute qu'ils parleront du fond plus tard. Et puis comment Trump se comportera-t-il avec le dictateur pour l'amener à arrêter la guerre ? Le monde de Trump est constitué d'une myriade d'accords et d'entreprises dont il qualifie la plupart de réussites et qu'il décrit en partie dans ce livre. L'art de la négociation. Ici, Donald n'hésite pas à parler de ses erreurs dans les négociations et de la façon dont il gère une entreprise. J'ai étudié ce livre pour comprendre les méthodes de Trump et essayer de prédire les considérations qu'il utiliserait dans sa conversation avec Poutine.
La presse occidentale a publié une série d'articles suggérant que Trump pourrait être encore meilleur pour l'Ukraine que Biden, car Donald, qui s'enorgueillit de sa capacité à conclure des accords, a un intérêt personnel à mettre fin à la guerre, écrit Politico. Toutefois, l'article ne dit pas si l'accord sera équitable. Trump considère la guerre russo-ukrainienne comme un casse-tête, une dépense supplémentaire pour le budget de l'État et la nécessité de faire des chèques énormes chaque année pour maintenir la stabilité en Europe de l'Est. Il veut s'en débarrasser. Lors d'une récente interview, Volodymyr Zelensky a fait part de ses attentes. Le changement de la politique américaine suggère que je pense que la guerre sera terminée. Je ne sais pas comment. Notre tâche est de défendre la position forte de l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, sur la fin de cette guerre. Récemment, le New York Times a écrit que pour Kiev, le moment clé de tout règlement est les garanties de sécurité contre une nouvelle agression. Si la guerre est gelée, la prochaine question pour Donald sera qui payera pour cette sécurité. Dans l'art de négocier, Trump a écrit « Le plus optimal, c'est de choisir une position forte, qui est assurée par l'utilisation des leviers d'influence. » Mais le problème pour Donald est que les États-Unis ont beaucoup des leviers d'influence sur l'Ukraine, par exemple en coupant simplement le flux d'armes américaines, mais pas tellement sur la Russie. Et en cela, Trump sera confronté à une tâche encore plus difficile, comment forcer Moscou, qui avance activement sur le champ de bataille, à arrêter la guerre. Poutine ne voit pas la poursuite de la guerre comme un problème, et il pense manifestement que le temps joue en sa faveur. Et plus les négociations commenceront tard, plus les conditions seront difficiles pour l'Ukraine et meilleures pour la Russie. En outre, Lavrov a déjà qualifié les initiatives de paix des conseillers de Trump d'accord de Minsk dans un nouveau paquet, ce qui confirme le scepticisme du Kremlin. Toutefois, pour obtenir le consentement de Poutine, Trump pourrait proposer de lever les sanctions américaines et menacer de les renforcer si Poutine refuse. Il ne va pas dire quand même d'accord pour que la Russie accepte un certain plan de paix et soit d'accord. Nous assouplissons déjà certaines sanctions. Ce serait trop et il serait critiqué de tous côtés aux États-Unis. S'il y a un accord atteint pacifiquement, alors il pourra rapidement dire d'accord, alors donnons un certain bonus à la Russie. Cependant, Poutine veut d'énormes concessions territoriales de la part de Kiev et des garanties que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Et si Trump peut reporter la question de l'OTAN de 20 ans, les concessions territoriales de l'Ukraine, telles que la démilitarisation, ressembleront déjà à un accord trop mauvais pour être signé. On peut jouer à cela et jouer. Que Trump ne voudra pas avoir l'air d'une personne faible qui donne trop à Poutine, qui abandonne l'Ukraine et ainsi de suite, alors en principe, comment cela se fait-il? La grandeur de l'Amérique et vous jetez simplement toute l'Ukraine et ainsi de suite. L'Europe sera la première à blâmer Trump pour cela. Les Américains y verront peut-être un effondrement des investissements. L'une des thèses de Trump est que j'adopte une approche flexible, en essayant de me protéger de tous les côtés. Je ne me concentre jamais sur une seule affaire et je ne choisis jamais une seule stratégie pour atteindre mon objectif. Nous pouvons donc supposer que Trump passera de la tactique de la carotte à celle du bâton. Et c'est à peu près le même schéma qu'il a utilisé avec la Corée du Nord et l'Iran au cours de son premier mandat. La menace la plus probable contre la Russie est évidemment la manipulation des prix du pétrole. Encore une fois, Trump, en tant qu'homme d'affaires, est bien conscient que la Russie est capable de mener cette guerre non pas en raison de l'extraordinaire efficacité de l'appareil d'État ou de l'économie nationale, mais parce que les pétrodollars affluent tout simplement en Russie, malgré les sanctions et autres restrictions. Par conséquent, je n'exclus pas que si une conversation entre Poutine et Trump devait avoir lieu, elle commencerait par l'argument selon lequel Volodya doit se tordre, sinon nous devrons entamer ces négociations à partir d'une position différente. D'autres leviers d'influence sont les actifs russes en Europe, que Donald peut forcer à payer pour les armes américaines destinées à l'Ukraine. La meilleure solution pour nous et le chantage de Poutine concerne l'augmentation par les Américains des livraisons d'armes à l'armée ukrainienne et permission sur les frappes à longue portée. Mais dans quelle mesure cela fonctionnera-t-il ? Les menaces de Trump, si elles sont formulées à l'égard de Poutine concernant le fait qu'il nous fournit des armes et de l'argent, donnent toutes les raisons de penser que Poutine regardera cela avec suffisamment de scepticisme, tout comme Trump, s'il exercera des pressions sur nous, sur notre direction, pour que nous acceptions les conditions d'une trêve qui sera loin de la formule de paix de Zelensky et de ce que nous voulons tous. Alors même nos dirigeants auront une certaine marge de manœuvre,
Ainsi, Trump sera confronté à un dilemme, chercher un moyen de pression sur la Russie pour que Poutine soit d'accord et s'assoie à la table des négociations et économiser des points politiques, ou opter pour la voie la plus facile, forçant l'Ukraine à faire certaines concessions et à risquer sa réputation au tout début du mandat présidentiel. Quelle liste d'accords de Donald, gagnant ou perdant, l'arrangement futur complétera-t-il? Nous le saurons bientôt. Artem Koulia, fait de la semaine, ICTV.